Si je vous parle de la disparition inquiétante d'enfants dans une chaîne de restauration rapide américaine dans les années 70 à 80, d'un étrange et mystérieux meurtrier dont l'identité reste encore bien secrète, ou encore de la possession par des âmes tourmentées, de robots et autres animatroniques, eh bien si c'est le genre de récit qui vous donne des frissons, que vous lisez sous votre couette beaucoup trop tard le soir, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonsoir à tous et bienvenue au Club Freddy's. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir l'histoire des jeux Five Nights at Freddy's. Je sais que dans une vidéo précédente, j'avais précisé que je n'avais pas pour objectif de couvrir les jeux Five Nights at Freddy's, car je voulais m'intéresser aux livres. Cependant, je me suis vite rendu compte que si j'avais envie de vous parler des livres, il fallait que je vous donne suffisamment d'éléments et d'informations pour que vous puissiez bien comprendre cet étrange univers. Par conséquent, aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire des jeux Five Nights at Freddy's, on va traiter les grandes lignes bien sûr, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mon objectif étant que tout le monde puisse comprendre l'histoire et l'univers si sombre des Five Nights at Freddy's. Pour ceux qui ne le savent pas, les Five Nights at Freddy's est une série de jeux d'horreur indépendants créés par Scott Cawthon, dont le premier jeu sortira en août 2014. S'en suivra ensuite les jeux Five Nights at Freddy's 2, puis 3, puis 4, Five Nights at Freddy's Sister Location, Five Nights at Freddy's Pizza Simulator et enfin Ultimate Custom Night. Jusqu'à ce moment-là, les jeux sont développés uniquement par Scott Cawthon lui-même. Mais pour des projets plus ambitieux, pour des jeux plus gros, il va faire appel à des studios pour travailler sur les prochaines productions. C'est ainsi que sortira un peu plus tard Five Nights at Freddy's Hellpointed, qui est une expérience VR, donc de réalité virtuelle, et qui sortira sur toutes les plateformes qui disposent d'un casque de réalité virtuelle. Mais le jeu sortira également sur toutes les autres plateformes, en flat cette fois-ci, donc sans expérience de réalité virtuelle. Sachez également qu'un jeu mobile a été créé sur Five Nights at Freddy's. Il est intitulé Special Delivery, il a été développé par Illumix, il est disponible sur toutes les plateformes, iOS comme Android, sur à peu près tous les téléphones récents, et il est gratuit si jamais ça vous intéresse. Mais maintenant qu'on a fait la page Wikipédia des jeux Five Nights at Freddy's, on va pouvoir s'intéresser dorénavant à l'histoire si sombre qui se cache en dessous. J'ai longtemps réfléchi sur la manière dont j'allais vous présenter cette histoire si complexe et difficile à expliquer, et finalement je me suis dit que la manière la plus simple de vous en parler, c'était de voir par sortie de jeu, donc de manière chronologique plus ou moins. C'est-à-dire que l'on va prendre les pièces du puzzle, une à une, et qu'on va les mettre en place dans l'ordre où Scott Cawthon a bien voulu nous les donner. On commence donc tout naturellement avec Five Nights at Freddy's, premier du nom, en août 2014. Five Nights at Freddy's est un jeu dans lequel vous prenez la peau d'un garde de nuit qui doit surveiller une pizzeria en dehors des heures d'ouverture. Cette pizzeria s'appelle Freddy Fazbear Pizza de l'entreprise Fazbear Entertainment et elle a la particularité d'être équipée d'animatronics, sorte de mascottes robotiques si vous voulez, qui ont la fonction de divertir les consommateurs pendant les heures d'ouverture. Chaque nuit d'ailleurs, vous allez être accompagné par quelqu'un que l'on va nommer l'homme au téléphone ou Phone Guy en anglais, qui va vous donner des conseils sur comment vous débarrasser des animatroniques et comment survivre dans des conditions aussi extrêmes. La réelle identité du Phone Guy n'est jamais réellement expliquée, tout ce que l'on sait en revanche c'est qu'il doit être possiblement un ancien employé, voire actuel employé de Fazbear Entertainment, puisqu'il connaît tous les tricks et astuces de l'entreprise et des animatroniques en question. D'ailleurs, en parlant d'animatronics, je pense qu'il est temps de présenter les personnages principaux de l'univers Five Nights at Freddy's, en tout cas du premier jeu. Je vous présente, mesdames et messieurs, Freddy, qui est le personnage principal, Bonnie et Chica, qui vont accompagner Freddy sur scène, et enfin Foxy, qui est sur une scène à part. Alors Five Nights at Freddy's, premier du nom, ne donne pas énormément d'informations sur l'histoire qui se passe sous le manteau. Phone Guy va bien vous donner quelques trucs et astuces, mais ne vous expliquera jamais réellement ce qui se passe. Si vous avez de la chance en revanche, ou si vous êtes assez attentif, et bien sur certaines caméras de sécurité apparaîtront aléatoirement des coupures de journaux. Et ces coupures de journaux, elles vont nous donner suffisamment d'informations pour comprendre l'horreur des Five Nights at Freddy's. Et on va les voir ensemble.
La première coupure de journal fait état de la disparition de 2 enfants. Les caméras de sécurité ont en effet repéré qu'un homme a utilisé une mascotte pour leurrer des enfants à l'arrière dans une pièce dédiée aux employés. La police se met bien sûr tout de suite sur l'affaire, mais malheureusement elle n'ira pas très loin car les cadavres et les corps ne sont jamais retrouvés. L'affaire est donc plus ou moins close et les enfants déclarés morts et disparus. Le second article de journal fait état de 5 disparitions, cette fois-ci toujours avec le même mode opératoire. Cette fois-ci, en revanche, la police va réussir à arrêter un suspect, mais malheureusement, comme elle manque de preuves, elle va être obligée de les relâcher, puisque les cadavres ne sont toujours pas retrouvés. Le troisième article de journal va nous intéresser peut-être un tout petit peu plus, puisque celui-ci fait état d'une fermeture potentielle et temporaire de la pizzeria suite à des problèmes sanitaires. En effet, certains consommateurs se seraient plaints d'odeurs et de mucus qui émanent des orifices des yeux et des oreilles des animatronics eux-mêmes. Un parent qui est interviewé va même jusqu'à décrire les animatronics comme des sortes de carcasses réanimées. Pas quelque chose de très engageant donc. Alors bien sûr, il ne faut pas être Sherlock Holmes pour bien comprendre qu'ici il se passe quelque chose d'anormal, et que les cadavres des enfants n'ont certainement pas été enterrés ou cachés dans une cave, mais bien dans les animatronics eux-mêmes. La quatrième et dernière coupure de journal nous fait état d'une fermeture définitive de la pizzeria Freddy Fazbear Pizza suite aux problèmes sanitaires qu'on vient juste d'évoquer, mais aussi et évidemment des disparitions tragiques des enfants dans ce lieu. Je ne l'ai pas précisé, mais The Fun Guy ne donne pas énormément d'informations sur ce qui se passe. En revanche, on pourra constater que celui-ci disparaît à partir de la nuit 4. En effet, il a l'air d'être complètement attaqué par un animatronique et on suppose même qu'il en meurt. Si on veut plus d'informations sur ce qui se passe réellement derrière ces étranges disparitions, eh bien il va nous falloir changer de jeu et passer au second, Five Nights at Freddy's 2. Là encore, Five Nights at Freddy's 2 vous met dans la peau d'un garde de nuit qui doit surveiller une pizzeria de Fazbear Entertainment. On est accueilli au début du jeu par une coupure de journal qui fait l'état d'une grande réouverture. Réouverture, j'insiste là-dessus, ça va être important. En effet, cette toute nouvelle pizzeria toute fraîche et toute belle est équipée de tout nouveaux animatronics. Ces nouveaux animatronics, qu'on va appeler les Toys, ont été complètement redesignés pour pouvoir plaire un peu plus aux enfants. En effet, si on regarde les animatronics du premier jeu, on comprend très vite que certains aient pu faire des cauchemars en les voyant. En effet, ces nouveaux animatronics arborent des couleurs chatoyantes, des joues bien rouges et des designs bien cartoonesques. Mais ce n'est pas tout. En effet, ils sont bourrés de technologie et ils sont capables, grâce à un système de détection faciale, de repérer des prédateurs sexuels et des criminels, car ceux-ci sont directement reliés aux services de police. On comprend bien dans cette démarche que Fazbear Entertainment cherche à éviter à tout prix le drame de la pizzeria qu'on a vu dans le premier jeu. Et je mets une pause à ce moment-là dans l'explication de l'histoire, car je me dois de vous dire qu'il existe 2 théories sur Five Nights at Freddy's 2. La première théorie, et qui a longtemps été favorisée dans la communauté, c'est la théorie du préquel. En effet, certains pensent qu'il s'agit d'un préquel au premier jeu. Et la seconde théorie, en toute logique bien sûr, prétend que Five Nights at Freddy's 2 arrive après, qu'il s'agit d'une suite. Il y a plusieurs éléments qui vont en faveur de l'un et de l'autre, mais pour la simplification de cette vidéo, et par conviction personnelle, on va partir sur la théorie de la suite. Il est temps maintenant, mesdames et messieurs, de parler du bestiaire de Five Nights at Freddy's 2 et il est plutôt complet. Donc mesdames et messieurs, je vous présente Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Balloon Boy, The Puppet et The Mangle. Tous ces animatronics sont des animatronics de type Toy, ils ont donc ce nouveau design un peu plus sympa et la technologie de reconnaissance faciale. Mais si vous êtes attentif, vous remarquerez que sur l'une des caméras de sécurité qui pointe vers une sorte de pièce de service, eh bien on voit d'autres animatronics qu'on va appeler les Withered ou délabrés en français. Il s'agit des animatronics du premier jeu. Je vous présente donc mesdames et messieurs, Withered Freddy, Withered Chica, Withered Bonnie et Withered Foxy. On nous affirme que ces animatronics sont désactivés, ils sont là juste pour récupérer des pièces. Mais bien sûr, comme c'est un jeu d'horreur, ils vont réussir à trouver le chemin de votre bureau.
Tout comme dans le premier jeu, donc, vous êtes accompagné en chaque début de nuit par un appel téléphonique d'un autre phone guy qui va vous donner tout un tas de tricks et astuces sur comment se débarrasser des animatroniques et comment survivre. Là, il s'agit également d'une première indice vers la théorie du préquel, puisque phone guy est censé être mort dans le premier jeu. Mais bon, pour les biens de notre théorie de la suite et pour cette vidéo et la simplification des choses, on va supposer qu'il s'agit d'une personne complètement différente. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que ce phone guy là semble aussi être un employé de Fazbear Entertainment et qu'il semble bien connaître l'entreprise. La semaine va donc se passer relativement normalement jusqu'à la 4e nuit. En effet, à ce moment-là, phone guy nous affirme qu'il y a une sorte d'investigation en cours, il s'est passé quelque chose. Phone guy ne nous donne pas beaucoup plus d'informations sur pourquoi et comment, nous dit de ne pas nous inquiéter du tout, mais en revanche il semble avoir remarqué que les animatronics agissent bizarrement, voire agressivement de jour envers les adultes, mais pas envers les enfants. Il va même jusqu'à hypothétiquement affirmer que les animatronics ont été complètement déréglés par quelqu'un dont les motivations et l'identité sont complètement inconnues. Les choses prennent une toute autre tournure pendant la 5e nuit. En effet, phone guy nous affirme que le lieu est complètement sous quarantaine, personne n'est autorisé à rentrer ni sortir, particulièrement pas les employés ou précédents employés. C'est également à ce moment-là qu'on va apprendre l'existence de la toute première pizzeria de Fazbear Entertainment, appelée Fazbear Family Diner. Il s'agissait d'une beaucoup plus petite pizzeria, bien plus petite que celle qu'on a vue jusqu'à présent, elle n'était équipée que de 2 animatronics et elle a visiblement fermé à cause d'un grave accident. Nous sommes donc rendus maintenant à la 6e nuit et les choses ont très mal tourné. L'homme au téléphone nous dit que la pizzeria va fermer définitivement et que quelqu'un a de nouveau utilisé une mascotte pour leurrer des enfants dans une backroom et les faire disparaître. On va même jusqu'à nous décrire la suite, donc c'est-à-dire la combinaison, le costume qui est utilisé. Il est décrit comme jaune et il s'agissait d'un costume de rechange dans les vestiaires. Le phone guy, ou l'homme au téléphone, nous affirme également qu'on va passer en travail de jour dès le lendemain pour assurer le tout dernier événement programmé dans la pizzeria, une fête d'anniversaire. Il nous est même fortement conseillé de rester proche des animatronics afin qu'ils ne blessent personne. Alors j'ai volontairement omis de parler des mini-jeux de Five Nights at Freddy's 2 parce qu'ils sont relativement complexes et difficiles à comprendre et là encore ouverts à interprétation. Donc on va pas trop les voir, mais sachez simplement que dans certains d'entre eux, est mis en scène une sorte de personnage en violet, une silhouette humaine en violet, qui semble être l'auteur de tous ces crimes. À la fin du jeu, on est gracié par un chèque pour tous nos bons et loyaux services envers l'entreprise, et notez qu'il est daté de 1987. Si on le compare à celui de Five Nights at Freddy's 1 qu'on avait en fin de jeu, celui-ci n'était pas daté. Ça n'est pas particulièrement important puisqu'on n'a pas envie ici de faire une timeline de Five Nights at Freddy's, puisque les timelines de Five Nights at Freddy's, ça fait des choses comme ça part dans tous les sens, c'est très compliqué à mettre en place, mais sachez que c'est bon à noter, 1987. On voit à la fin du jeu une coupure de journal qui fait l'état de la fermeture définitive de la pizzeria de Five Nights at Freddy's 2. Les toys animatronics sont considérés comme défectueux et seront donc détruits. En revanche, les animatronics dits Withered seront conservés dans l'espoir de réouverture avec un plus petit budget. C'est là que certains imaginent que c'est une connexion directe avec Five Nights at Freddy's premier du nom et que c'est donc un préquel. Si on veut en apprendre plus donc sur cet étrange homme en violet et sur ces histoires de disparition incessantes, eh bien il va nous falloir nous plonger dans le 3e jeu, Five Nights at Freddy's 3. Alors Five Nights at Freddy's 3 fait un énorme bond en avant dans la timeline, si on peut dire, de Five Nights at Freddy's. En effet, il se place 30 ans après les événements des Fazbear Entertainment. À ce moment-là, Fazbear Entertainment justement n'est plus qu'un lointain souvenir, la compagnie n'existe plus. Cependant, quelqu'un cherche à raviver la flamme de l'horreur en créant une sorte d'attraction, une expérience dans laquelle vous allez revivre le destin tragique et macabre de cette compagnie. Le lieu est même carrément une reproduction assez fidèle des pizzerias de l'époque, de la décoration des murs en passant par le mobilier jusqu'à des machines d'arcade ou des pièces électroniques, tout est fait pour que vous soyez immergé. Cette attraction s'appelle Fazbear Fright Horror Attraction et ça fait une petite connexion avec les livres qu'on verra après, et je pense que c'est le début de ce genre d'histoire.
Vous êtes de nouveau, comme chaque Five Nights at Freddy's, une sorte de garde de nuit, mais qui cette fois-ci va devoir faire attention à ce que les visiteurs ne volent rien, donc pas les éléments de décor bien sûr, et vous faites partie intégrante de l'expérience pour plus d'authenticité. Vous avez régulièrement en début de nuit le propriétaire de l'attraction au téléphone qui vous donne quelques astuces sur le fonctionnement des technologies embarquées et également le pourquoi du comment de cette étrange attraction. Pendant la première nuit, il ne va rien se passer de particulier, vous allez juste pouvoir vous balader sur les caméras et regarder un petit peu les décors et les autres éléments de décoration. Cependant, à partir de la seconde nuit, le propriétaire vous appelle et vous dit qu'ils en ont trouvé un. Il parle d'un animatronics, bien sûr. Pour aller le trouver, ils ont dû aller faire un tour dans les décombres d'une ancienne pizzeria. Ils ont trouvé une sorte de pièce secrète qui était complètement emmurée et qui était absente de tout plan. À l'intérieur se trouvait donc cet animatronique qui est décrit comme une sorte de lapin jaune, très odorant, en très mauvais état et complètement moisi. Mesdames et messieurs, je vous présente Springtrap. Il s'agit d'ailleurs du seul animatronics du jeu une fois que celui-ci sera ramené dans l'attraction. Et ce n'est pas la seule chose que le propriétaire va trouver dans les décombres de la pizzeria. En effet, il va également retrouver des cassettes audio qui sont des cassettes d'entraînement qui sont dédiées aux employés de Fazbear Entertainment qui utilisent les animatroniques. Dans ces cassettes, on apprend beaucoup de choses, notamment l'existence d'une ancienne technologie abandonnée aujourd'hui, les Springlock Suits. Cette technologie des Springlock est assez intéressante, car elle permet aux employés de rentrer à l'intérieur de l'animatronique et de lui donner vie. En effet, grâce à une sorte de remontée mécanique, les parties de l'animatronique, donc les parties robotiques en métal, se plaquent contre le côté du costume, permettant ainsi à l'employé de rentrer à l'intérieur et de faire une performance au consommateur. On apprendra aussi grâce à ces cassettes que la technologie va vite être abandonnée car elle est considérée comme très dangereuse. En effet, l'essence même de ces technologies, les Springlock, sont des éléments qui sont assez capricieux. S'ils sont mal entretenus ou exposés à l'humidité, ils peuvent lâcher, permettant aussi aux parties robotiques de revenir au centre de la combinaison. Seul problème, si un employé est à l'intérieur, les parties robotiques écrasent son corps. Ça va pas être très agréable. On comprend donc pourquoi la compagnie a très rapidement interdit l'utilisation de ces costumes, laissant juste les animatroniques en forme animatronique et non pas en tant que costume dans lequel on peut rentrer. Cependant, on apprend également dans une cassette d'avertissement que la compagnie a remarqué que quelqu'un utilisait toujours ces animatroniques, utilisait toujours ces costumes malgré l'interdiction. Ça ne vous rappelle rien, hein? Un autre élément très important de Five Nights at Freddy's 3 et qui fait avancer le schmilblick, ce sont les mini-jeux. Alors là, je ne parle pas des mini-jeux qu'on peut déclencher grâce à des easter eggs pendant la partie, ceux-là sont comme Five Nights at Freddy's 2, ils sont difficiles à aborder et pas du tout explicites. Ce qui va nous intéresser beaucoup plus en revanche, ce sont les mini-jeux qui sont entre chaque nuit. En effet, entre chacun de vos services de nuit, va se déclencher une sorte de mini-jeu, dans lequel vous allez prendre le contrôle des animatronics du premier jeu. C'est-à-dire que vous allez prendre le contrôle de Bonnie, Freddy, Chica et Foxy, les uns après les autres, dans ce qui semble être la pizzeria du premier jeu. Sauf que cette fois-ci, on peut constater que la pizzeria est plutôt en mauvais état. En effet, le plafond coule, il y a des taches partout sur le sol, et même carrément des souris qui se baladent complètement librement. À chaque fois, vous allez être leurré par une sorte d'ombre assez étrange qui vous emmène vers cette fameuse pièce secrète. Cependant, comme vous êtes un animatronique, vous ne connaissez pas du tout l'existence de cette pièce. Par conséquent, votre programmation vous empêche d'y entrer. Après donc vous êtes heurté à un mur suite à votre programmation, l'homme en violet surgit derrière les fagots pour vous démonter et vous démembrer. Et c'est tous les animatronics du premier jeu qui vont passer sous le billard et un à un se faire démonter par l'homme en violet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 mini-jeux. Or, si vous vous souvenez bien, il n'y a pas 5 animatronics dans le premier jeu. Et effectivement, dans le 5e mini-jeu, vous allez prendre le contrôle d'un fantôme, littéralement. Si vous regardez bien à l'image, il y en a 5, et ce n'est pas un hasard, car si vous vous souvenez bien, 5 enfants sont portés disparus dans le premier jeu. C'est donc les 5 fantômes et âmes des enfants qui ont soif de vengeance envers leur meurtrier. Après quelques allers-retours avec votre personnage de fantôme, vous allez réussir à forcer l'homme en violet à rentrer dans la combinaison qui se trouve au sol.
L'homme en violet saute donc sur l'occasion, rentre dans la combinaison et semble rigoler au premier abord car il pense qu'il est en sécurité. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'agit d'une combinaison de type Springlock et comme on l'a vu, l'humidité est omniprésente dans le lieu. Ce qui devait arriver arrive donc, les Springlock lâchent les uns après les autres, broyant le corps du meurtrier à l'intérieur du costume. Celui-ci s'effondre au sol, se vidant de son sang, mourant seul dans la souffrance. Alors c'est assez dramatique comme fin, je suis assez d'accord, mais il faut que vous compreniez bien pourquoi on nous montre ça. Car en effet, ce qu'on vient de voir, c'est en fait la création de Springtrap. Et comment on sait ça? Eh bien si on fouille dans les fichiers du jeu, on trouve quelques images secrètes qui sont censées apparaître sur le menu aléatoirement. On y voit Springtrap qui retire son masque, et on peut constater que le cadavre du meurtrier est toujours à l'intérieur. Autre élément qui nous permet de deviner qu'il s'agit d'une technologie de Springlock, comme on l'a vu dans le mini-jeu, eh bien c'est que si on regarde les mains de Freddy par exemple, il y a 4 doigts. Mais si on regarde les mains de Springtrap, il y en a 5. Et ce n'est pas un hasard non plus. Car autant Freddy est un animatronics tout à fait classique, il est censé juste être un robot, autant Springtrap est censé être un costume qu'un être humain peut porter, faut donc la place pour tout ça. Après avoir plus ou moins vengé les enfants, les fantômes s'évaporent à la fin du mini-jeu, et en terminant Five Nights at Freddy's 3, vous êtes remercié par une coupure de journal une fois de plus, qui fait l'état de la disparition intégrale de l'attraction Fazbear Fright Horror Attraction dans les flammes. En effet, l'attraction brûle intégralement du sol au plafond, il n'en restera plus que des cendres. Mais si on regarde l'image de fin, elle cache un petit secret. En effet, si on éclaire un petit peu plus l'image qui est à la fin, donc sur la coupure de journal, on peut constater que Springtrap est toujours vivant. Alors mesdames et messieurs, la vidéo d'aujourd'hui est à présent terminée. Je sais qu'on n'a pas évoqué tous les jeux, il reste encore 4, 5 et 6, mais j'avais envie de faire une première introduction à l'univers des Five Nights at Freddy's en parlant des 3 principaux, en tout cas des 3 premiers, 1, 2 et 3. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas rentré dans tous les détails, j'ai volontairement omis plein de choses, mais le but de cette vidéo n'était pas de faire une théorie sur les Five Nights at Freddy's, les oui, les non, les pour, les contre, c'était de faire une bonne introduction à cet univers. Si ça vous intéresse et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire, je serai ravi de vous expliquer les 4, 5 et 6, même si ceux-ci sont un peu plus compliqués et un peu plus difficiles à connecter ensemble. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir Golden Freddy qui est là derrière et qui ne peut plus posséder la caméra et son focus puisqu'on est en manuel maintenant. Et je pense qu'il l'a mal pris. Ouais, il est un peu susceptible. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter une excellente soirée et surtout une bonne nuit.